Après l'art de la table, qui constituait le premier geste barrière révolutionnaire d'après-confinement, eh bien, essayons d'en venir au deuxième geste. Le deuxième geste, il est beaucoup plus important, sans doute, socialement en tous les cas. Et même s'il est ponctuel, il est beaucoup moins répétitif que l'art de se mettre à table, mais enfin, il est beaucoup plus important dans ses enjeux, puisqu'on atteint là, sans doute, un engagement absolument fondamental de l'existence, c'est l'art de s'orienter. On va essayer aujourd'hui de réfléchir à cet art-là et peut-être de se demander comment nous pourrions faire en sorte qu'il se passe un peu mieux que ce n'est le cas actuellement. Alors prenons le problème des enfants, même si l'orientation ne concerne pas que les enfants mais concerne tout le monde. Mais enfin, aux enfants, la question se pose brutalement, notamment en ces temps de fin de printemps, où ils doivent remplir leurs vœux sur Parcoursup et répondre après aux offres de formation qui leur seront proposées. Les enfants, depuis qu'ils sont petits, finalement prennent l'habitude de parler avec leurs amis. Ils s'expriment avec leurs amis, les enfants, et ils s'expriment sur des points particuliers, ils parlent beaucoup des événements du monde qui les touchent, ils parlent beaucoup de ce que leurs parents peuvent leur raconter, qui les touche aussi, et puis qui parfois les blesse d'ailleurs, mais en général les enfants s'expriment pas sur le fond des choses, ils ne dissertent pas sur les orientations économiques ou politiques du pays. Voilà, ils parlent du terrorisme qui leur fait peur, ils parlent de choses comme ça, ils parlent du coronavirus qui leur fait peur aussi, de la crainte qu'ils ont pour leurs parents et leurs grands-parents. Bref, en général, ils s'expriment plutôt sur ce qu'ils ressentent des choses. En d'autres termes, ils sont habitués à s'exprimer et je dirais ça comme ça, les amis des enfants et l'amitié est une formidable convocation mutuelle à l'expression. Or, ces enfants habitués à s'exprimer dans le cadre des relations amicales se trouvent soudainement tétanisés quand ils doivent exprimer ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Alors ça, c'est une expérience assez curieuse que tous les professeurs connaissent au moment où ils doivent exprimer leurs vœux, ce qu'ils veulent faire de leur avenir, eh bien, ils sont tétanisés. Alors, évidemment, quelques esprits forts et quelques esprits faussement malins veulent expliquer cela en disant que mais c'est parce que l'offre de formation est devenue aujourd'hui tellement monumentale, il y a tellement de stands et tellement d'exposants dans les salons de l'étudiant que les enfants ne savent plus choisir. En d'autres termes, trop de choix tue le choix. Et comme ça fait toujours un peu intelligent de convoquer une expérience scientifique pour labelliser d'un scientifiquement prouvé ce que l'on raconte, on convoquera quelques expériences de neurosciences pour montrer que plus l'offre du choix augmente et plus augmente aussi la difficulté de choisir, ce qui conduit évidemment à un paradoxe formidable qui amuse en général tout le monde, c'est que plus on a le choix, moins on a le choix. Mais tout cela ne tient pas la route. Parce qu'en réalité, tout cela est une illusion d'optique. Les enfants ne sont pas empêchés dans leur expression, ni tétanisés dans leur expression, en raison de l'exubérance d'une offre extérieure. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est déliré de façon délirante accru à l'extérieur qu'ils sont paralysés ou tétanisés dans leur choix. C'est tout simplement parce qu'à l'intérieur, quelque chose s'est rabougri. À l'intérieur, quelque chose s'est éteint. À l'intérieur, quelque chose est dans un mode panique, comme ils disent aujourd'hui. Et c'est bien plutôt cela qui est la cause de la difficulté de faire des choix. C'est pas que l'offre extérieure s'est accrue, c'est que à l'intérieur quelque chose a diminué. C'est-à-dire que leur capacité à s'exprimer, leur volonté, s'est diminuée. Et en fait, ils ne savent plus ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ou du moins, on peut croire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais on pourrait aussi se poser la question autrement. Est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, vraiment? Ou est-ce qu'ils hésitent à le dire? Essayons d'explorer plutôt cette hypothèse, parce qu'en réalité, il se pourrait que la réalité soit là. Ce n'est pas tant que les enfants ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie,
c'est plutôt qu'en réalité, ils n'osent pas le dire, et parfois même, ils n'osent pas se le dire à eux-mêmes. Voilà. Alors pourquoi? Eh bien parce que, je vais le dire de façon délibérément provocatrice, parce qu'ils pêchent par excès de pudeur. Voilà. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est que la pudeur? Et comment puis-je oser dire cela quand parfois nous voyons le comportement de notre jeunesse et parfois sa façon très impudique de se comporter, voire de s'habiller? Eh bien oui, mais enfin cette impudeur dans le vêtement ou dans la tenue ou dans le langage n'empêche pas ou n'exclut pas de pécher par excès de pudeur dans l'expression de son orientation. Qu'est-ce que c'est que la pudeur? La pudeur, c'est une façon de se tenir dans la vie, c'est une façon d'habiter le monde, une façon modeste, une façon qui choisit délibérément ceux auprès de qui on va se dévoiler au sens propre comme au sens figuré. Et donc c'est une façon qui exclut définitivement les modes de la provocation, qui refusent d'attirer l'attention en réalité. Or, il se pourrait fort bien que les enfants aient, vis-à-vis de l'orientation, une extrême pudeur, et peut-être que nous devrions essayer de les en guérir. Alors, pourquoi? Eh bien, peut-être qu'ils sentent, de façon confuse ou claire d'ailleurs parfois, qu'en réalité, ce qu'ils aimeraient faire de leur vie n'est pas tout à fait en cohérence avec leurs résultats scolaires, premièrement. Et peut-être aussi, deuxièmement, sentent-ils ou éprouvent-ils au plus profond d'eux-mêmes que ce qu'ils aimeraient faire de leur vie n'est pas non plus tout à fait en cohérence avec le désir de leurs parents. Alors pourquoi? Essayons de comprendre. L'école, est grandement fondée sur la question des évaluations. Et ces évaluations finissent nécessairement, un jour ou l'autre, par former des moyennes qui se compilent dans des bulletins scolaires. Et malheureusement pour les enfants, ces moyennes, souvent ils s'imaginent, et on ne les détrompe pas d'ailleurs, donc on encourage même cette imagination à se former. Ils s'imaginent donc, les enfants, ou on vienne à s'imaginer, que les moyennes qu'ils reçoivent dans leur bulletin disent la vérité sur leurs moyens. Voilà. En d'autres termes, celui qui n'a pas une bonne moyenne en mathématiques se dit assez facilement qu'il est nul en mathématiques. Ce qui évidemment, à mon sens, ne peut pas être vrai, puisque les mathématiques étant le langage même de la raison, on ne peut pas être nul en mathématiques. La seule chose qui est vraie, c'est qu'on ne sait pas parler mathématiques. Voilà. Bon, mais peu importe. Donc, ces moyennes se transforment vite en moyens. Or, lorsque, évidemment, l'enfant aurait envie d'entreprendre et de lancer sa vie dans une direction qui n'est pas tout à fait en cohérence avec les moyens qu'il pense avoir, eh bien, il a la pudeur de n'en pas parler. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, en famille, c'est un peu la même chose. Je le dirais de façon un peu plus plaisante, si vous voulez bien. Je dirais que l'énorme problème qui se pose en famille, c'est qu'on s'y aime. Voilà. Or, l'amour, qui est une chose évidemment formidable à bien des égards, eh bien, du côté de l'orientation, peut devenir quand même quelque chose d'un petit peu étouffant. Pourquoi? Eh bien, parce que les enfants, la plupart du temps, ont été des enfants désirés aujourd'hui, en tous les cas. Ça veut dire qu'ils sont portés par le désir de leurs parents. Leurs parents les ont désirés, les ont faits, et pendant qu'ils étaient encore en train de l'attendre, eh bien, ils en ont parlé, ils ont choisi son prénom, donc ils ont exprimé, eux, comment ils désiraient l'appeler. Et puis ils n'ont pas pu s'empêcher, il ne faut pas en douter, d'imaginer un peu sa vie, voilà, et de se dire ensemble et amoureusement ce qu'ils aimeraient le voir devenir. En d'autres termes, l'enfant qui vient au monde est précédé par un énorme désir, le désir de ses parents. Et ce désir, il ne peut pas l'ignorer, il ne peut pas le ressentir, il ne peut pas l'éprouver. Et donc, même si ses parents ne lui en parlent pas, cet enfant ressent nécessairement ce qu'il faudrait qu'il fasse pour que ses parents soient fiers de lui. Et il attend, et il espère mériter
que ses parents soient fiers de lui. Donc il veut la reconnaissance de ses parents comme il veut la reconnaissance de l'école. Et donc il sait pertinemment ce qu'il faut faire pour que ses parents le félicitent, comme ce qu'il faut faire pour recevoir les félicitations du conseil de classe. Et il sait aussi ce qu'il faut ne pas faire, ce qu'il faut éviter de faire pour recevoir la réprobation de ses parents, comme pour recevoir les avertissements du conseil de classe. En d'autres termes, l'enfant n'ose pas non plus nécessairement là dire par pudeur, pour ne pas froisser, pour ne pas déplaire à ses parents. Il n'ose pas nécessairement dire qu'il emprunterait peut-être un tout autre chemin que celui que ses parents lui ont tracé, même s'il ne le lui impose pas avec la force d'un ordre. Voilà. Voilà pourquoi les enfants sont confrontés à une pudeur extrême. Or, ça ne peut pas évidemment permettre une orientation ni intelligente ni légitime. Il va donc falloir essayer de s'y prendre autrement. Et s'y prendre autrement, ça veut dire d'abord convoquer un peu les trois parties prenantes de ce processus, à savoir l'enfant, pour l'inviter à en dire un peu plus, et puis l'école et les parents pour les inviter, eux, à en dire un petit peu moins. Alors, ça voudrait dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut libérer les enfants de leur pudeur. Voilà, alors c'est paradoxal quand on les voit parfois se tenir, mais oui, il faut libérer les enfants de leur pudeur. Et donc leur demander ou les encourager à s'orienter tout autrement et en s'y prenant radicalement d'une autre façon. Eh bien, l'autre façon, si on ne se fonde pas sur ses résultats scolaires ni sur le désir de ses parents, eh bien, l'autre façon, c'est d'en revenir à ce sentiment formidable qui les avait initiés à l'expression d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'amitié. Sauf qu'il faut qu'ils étendent cette amitié à l'ensemble de la communauté. Il se trouve que nous vivons tous dans une communauté et que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes la vie de cette communauté à laquelle nous appartenons. Et que cette vie, nous sentons bien qu'elle doit répondre à des besoins, et que parmi les besoins qu'une communauté a et qu'elle a besoin de satisfaire pour assurer sa subsistance, eh bien, il y en a qui nous parlent plus que d'autres, il y en a vis-à-vis desquels nous sommes plus sensibles. Voilà, certains pensent qu'en réalité, non, le plus fondamental des besoins de la communauté, c'est la santé. Voilà, en ces temps d'épidémie, c'est peut-être ce que se disent beaucoup de gens. Voilà. Mais ça, c'est un besoin. Oui, la communauté dans laquelle nous vivons a besoin d'assurer sa santé, mais elle a aussi besoin de se nourrir, elle a besoin de se défendre, elle a besoin de s'éduquer, elle a besoin de s'administrer, elle a besoin de tout un tas de choses, cette communauté dans laquelle nous vivons. Or, les enfants, parce qu'ils sont habitués à s'exprimer auprès de leurs amis, eh bien, s'ils font attention un peu à ce qui s'exprime en eux, eh bien, ils vont voir nécessairement se dessiner quelque chose, une façon particulière de ressentir et d'éprouver chacun de ses besoins. Eh bien, je propose d'appeler ce sentiment, cette rencontre entre la vie de l'enfant et la vie de la communauté, je propose de lui donner le très beau nom de vocation. Et donc, je crois qu'il faudrait que les enfants apprennent à s'orienter par vocation, et non plus par résultat scolaire ou par désir de parents interposés. Il faut qu'ils apprennent à s'orienter par vocation, c'est-à-dire qu'ils entendent raisonner et, pas raisonner AI, qu'ils entrent en résonance avec la communauté, qui parle en eux, par l'entremise des besoins et de la sensibilité particulière et singulière que cet enfant a de ressentir les besoins de la communauté, et que l'enfant ait l'audace, quels que soient ses résultats scolaires et quel que soit le désir de ses parents, et plus qu'une audace, qu'il ait finalement l'impudeur d'exprimer ce qu'il ressent des besoins de la communauté et qu'il engage fondamentalement son existence sur cette expression. Et alors peut-être que le monde changera et peut-être que le monde dans lequel nous vivons pourra réformer un peu son ordre du mérite et peut-être que chacun pourra entrer alors dans ce que le président Macron, dans sa dernière allocution, rappelait, c'est-à-dire que finalement le mérite doit revenir à l'utilité sociale. Sauf que si nous arrivons à faire en sorte ensemble, l'école, les parents et les enfants, si nous arrivons à faire ensemble que chacun s'oriente selon la sensibilité,
singulière qu'il éprouve aux besoins de la communauté, alors il répondra aux besoins de cette communauté et chacun œuvrera alors à l'utilité de la société et chacun pourra entrer et revendiquer le mérite qui revient et qui, j'espère, reviendra demain à l'utilité sociale. Donc, essayons de mettre en avant la question de la vocation et apprenons aux enfants à en dire un peu plus. Et pour que cette vocation puisse s'exprimer librement, essayons de, nous les parents et nous l'école, essayons de faire en sorte que les établissements scolaires et les parents en disent un peu moins pour que les enfants puissent en dire un peu plus.